Bonjour et bienvenue à Question d'actualité. La santé mentale de nos jeunes est en danger, pour ne pas dire qu'elle est en déclin rapide et significatif depuis quelques années, voire une décennie ou plus. Comment expliquer cette montée marquée chez les jeunes de la dépression, de l'anxiété, de la victimisation et de l'intolérance face au discours contradictoire on est venu à nommer culture de l'annulation? Pour répondre à cette question, notre chroniqueur a lu le livre Génération anxieuse de Jonathan Haidt, un sociologue américain, qui est traduit de l'anglais, là, The Anxious Generation, qui traite de ce sujet. Pour en discuter, donc, nous recevons l'essayiste et professeur de philosophie au collégial Yannick Lacroix, auteur du livre Erreur de diagnostic, le racisme systémique et le Québec, publié chez Libère cette année. Oui, c'est ça. Monsieur Lacroix, bonjour. Bonjour. Pourquoi, premièrement, avoir lu le livre de Jonathan Haidt, Génération anxieuse? Oui, tout d'abord parce que j'adore ses livres. Tous ses livres sont excellents. C'est un des meilleurs chercheurs de sa génération, à mon opinion. Mais aussi parce que il aborde un sujet très d'actualité, hein. C'est l'impact du téléphone intelligent sur l'esprit des jeunes, et en particulier la génération Z, que Haidt appelle donc la génération anxieuse. Haidt s'intéresse beaucoup aux mutations psychologiques, culturelles que vit en particulier cette génération qui est née avec les nouvelles technologies dans les mains, la génération Z. Et les résultats de son livre The Anxious Generation, c'est intéressant de les mettre en rapport avec ceux de l'ouvrage précédent de Jonathan Haidt, qui était The Coddling of the American Mind, qu'il avait écrit en collaboration avec Greg Lukianoff. Alors, The Coddling of the American Mind, qu'on peut traduire par le dorlotement, peut-être, Ouais. de l'esprit américain. Ouais, dorloter l'esprit américain. Ce livre-là s'intéressait plus spécialement, en particulier, à la question de la culture de l'annulation. Donc, ces demandes d'annulation, de sanctions, de déplatforming, comme on dit en anglais, des discours contradictoires, des discours qui sont vus comme étant, pouvant être suivis d'un suffixe en phobe. Alors, il s'intéressait beaucoup à la montée de ce discours-là, et dans son bouquin, il faisait un lien avec l'apparition des réseaux sociaux et avec la façon dont les jeunes de la génération Z avaient été élevés. Et il ne faisait qu'un lien qui explorait pas trop avec les téléphones intelligents. Alors là, il se tourne en particulier vers les téléphones intelligents. Il met tout ça ensemble. Donc, comment expliquer chez la génération Z, la montée de plusieurs tendances, donc une tendance à la dépression, à l'anxiété, au discours victimisateur, à l'intolérance. Avons-nous des chiffres Oui, de tout oui, ça? oui, il y a des chiffres que Jonathan Haidt donne. Les chiffres qu'il donne dans son ouvrage, la génération anxieuse, sont surtout pris pour les États-Unis, mais Haidt fait remarquer et insiste sur le fait que ça correspond à des tendances qu'on voit dans la plupart des autres pays occidentaux. Alors, les chiffres que donne Haidt s'appliquent aussi plutôt bien, presque exactement là, au Canada. Donc, entre 2010 et 2020, chez les ados, il y a une hausse de 150% du taux de dépression majeure chez les filles et de 160% chez les garçons. Alors, chez les garçons, on passe de 5% des garçons qui disent avoir eu un épisode de dépression majeure à 12%. Alors, ce qui est important ici de noter, c'est qu'avant 2010, les chiffres sont stables. Donc, entre 1990 et 2010, les chiffres sont stables chez les garçons à peu près à 5%. Et subitement, à partir de 2010, et en particulier autour de 2012-2013, boum! Montée fulgurante, là, jusqu'à 12% aujourd'hui, et la tendance continue. Et ça correspond à l'omniprésence des téléphones intelligents chez les jeunes, chez les plus vieux aussi, là, mais essentiellement, là, on parle de l'époque du téléphone intelligent. Là. Oui, mais ça, Philippe, c'est mon punch. J'y arrive. J'y arrive. Excusez. Oui, mais non, effectivement. Dans le taux d'anxiété, pour l'anxiété, c'est la même chose. On observe à peu près le même genre de courbe, donc une hausse de 140% du taux d'anxiété chez les 18-25 ans. Donc, c'est 3 fois plus d'anxiété, là. C'est très significatif. Et là, on a opposé à Jonathan Haidt le fait que les épisodes d'anxiété, les épisodes de dépression, c'est mesuré par des autodéclarations. Donc, peut-être que tout ce que ça indique, c'est qu'il y a plus de sensibilité à ces phénomènes-là. Ouais, ça aussi. Mais c'est
C'est ça. Et c'est peut-être ça en partie, mais on constate le même genre d'augmentation dans des indicateurs qui sont pas reliés à des autodéclarations. Donc, par exemple, les visites à l'urgence pour automutilation, entre 2010 et 2020, une augmentation de 190% chez les filles. 48% chez les garçons. Est-ce qu'on explique la différence ici? Parce que c'est élevé chez les garçons, là, 50%, là, mais 190%, c'est quasiment 4 fois plus que chez les garçons, là, chez les filles. Oui. Là, ici, je n'y ferai qu'allusion, là, mais il y a des différences psychologiques entre les garçons et les filles. Mais il y a aussi le fait que le téléphone ou l'écranisation de l'existence, c'est comme ça que j'aime le dire, le passage au numérique, au virtuel, a pas le même impact tout à fait chez les garçons et chez les filles. Alors, les filles sont beaucoup plus susceptibles d'être avalées par les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux qui sont bien connus pour engendrer des phénomènes d'épidémie, de problèmes psychologiques comme l'anorexie et l'automutilation. Et tandis que les garçons, eux, sont moins dépendants des réseaux sociaux, vont plutôt se tourner vers les jeux vidéo. Donc, ça crée des problèmes de santé mentale d'un ordre un peu différent, mais il y a aussi tout simplement le fait que l'automutilation de tout temps est plus élevée chez les filles que chez les garçons. Mais l'augmentation est effectivement très spectaculaire. Alors, c'est quoi la raison exacte? Je me rappelle pas que Haidt la donne, mais ça se rapporte à des différences plus générales entre les garçons et les filles. Et le taux de suicide, même chose. Donc, il monte de 91% chez les garçons et de 167% chez les filles. Mais ça reste plus élevé chez les garçons. C'est juste que ça monte moins chez les garçons entre 2010 et 2020. Mais les garçons se suicident plus que les filles. Donc, une autre différence de genre, du même genre. Du même type. Il y a eu un phénomène similaire chez les hommes, donc plus vieux, là, ce qu'on appelait en anglais là, de deaths of despair, là, des morts de désespération. Les causes n'étaient pas nécessairement les mêmes ici, mais on a vu, pas qu'aux États-Unis, mais au Canada aussi, une augmentation rapide, je me rappelle pas des chiffres, là, mais des hommes qui se retrouvent, des hommes d'un certain âge, sans raison d'exister, si on peut dire, économiquement et socialement, et donc le taux de suicide a augmenté rapidement. Je crois pas qu'il y ait un lien à faire entre les deux, mais c'est quand même alarmant qu'on a les deux à l'esprit en même temps. Ça peut être alarmant, là, j'ai l'impression. Le taux de suicide chez les hommes et les garçons est totalement alarmant. Mais là, ce qu'on voit ici, c'est qu'il est également alarmant chez les filles, ce qu'il était moins, je dirais, auparavant, 167% d'augmentation. Alors, sur tous les indicateurs que je viens d'aborder là, ce qui est absolument remarquable, c'est que les tendances sont relativement stables pendant quelques décennies, jusqu'aux années 2010, et où les courbes décollent. Et elles décollent très précisément après 2012. Et on constate que la cancel culture apparaît subitement dans les campus américains dans les mêmes années, 2013-2014. Alors, c'est vraiment intéressant de se demander pourquoi. Qu'est-ce qui se passe là exactement en 2012? Ben, j'ai volé votre punch, donc on l'a aussi un peu, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ce qui se passe, et voilà. En fait, c'est que c'est la conjonction de plusieurs facteurs. Évidemment, l'analyse de Haidt est pas simpliste, mais il émet l'hypothèse que ça a quelque chose à voir et de manière causalement très significative avec l'apparition du téléphone intelligent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé précisément en 2010 et 2015 qui correspond parfaitement à l'envolée des courbes sur les problèmes de santé mentale? C'est l'arrivée du smartphone, donc le téléphone intelligent. Donc, pas le téléphone comme tel. Le problème, c'est pas le téléphone. Ça faisait longtemps que les jeunes avaient des téléphones. C'est le téléphone intelligent et la connexion permanente qu'il permet avec Internet. Donc là, ce qu'on a, c'est des jeunes qui ont Internet dans leur poche, qui sont connectés en permanence à Internet et en particulier aux réseaux sociaux. Donc, le problème pour Haidt, je pense que c'est important de faire ces nuances-là, le problème, c'est pas Internet. C'est même pas les réseaux sociaux. C'est l'accès la connexion permanente à Internet et aux réseaux sociaux que le téléphone intelligent permet pour les jeunes de la génération Z. Ça mène à une psychose, le fait qu'on est constamment connecté concrètement. Là, qu'est-ce qui, d'après Haidt, mène ça peut mener à une psychose? Le terme psychose, c'est peut-être un peu fort. Ça peut mener peut-être certains individus à la psychose. Mais il y a une dépendance.
Ben, même moi, je le sens, là, en utilisant mon téléphone cellulaire et même mon ordinateur, il faut que je fasse un effort de m'éloigner des écrans car ça t'aspire entièrement. Là. Donc, je peux croire qu'à un certain âge, si j'aurais été confronté davantage, j'aurais pu être pire. Oui, ben ça, je pense que tu mets le doigt ici sur un point très important, là, c'est que tout le monde, toutes les tranches d'âge, Ouais. là, sont avalées là, par cette révolution technologique. Le téléphone intelligent, c'est la technologie qui a été adoptée la plus vite dans l'histoire. Il n'y a aucune technologie connue là, qui a été adoptée plus vite. Tout le Ça a monde pris en a un, c'est 5 plus ans. simple que ça. Tout le monde avait un Ouais. téléphone. Dire la radio, ça avait pris des Ouais. décennies, la télévision, ça avait pris des décennies. Le téléphone intelligent, à l'intérieur de 5 ans, tout le monde en a un, et la vie sociale est totalement transformée en 5 ans. Mais la grosse différence entre une personne comme toi, un adulte, c'est que quand tu as eu un téléphone intelligent, je veux pas présumer de ton âge, mais quand tu as eu un téléphone intelligent, ton cerveau était déjà pleinement formé. Avec un peu de Alors, chance, elle est ouais. là, Ça reste à elle prouver. est là, mais, non, mais c'est ça la différence, c'est que nous qui ne sommes pas de la génération Z, là, notre cerveau s'est formé dans une époque pré-téléphone. Donc, pourtant, nous sommes rapidement devenus dépendants au téléphone. Mais imagine qu'est-ce que ça fait dans un esprit qui n'est pas formé dans les mains de jeunes de 10 ans. Ça mène, dit carrément Jonathan Haidt, à une reconfiguration, rewiring, un mot impossible à prononcer, de l'enfance. Donc, il y a une grande reconfiguration, a great rewiring de l'enfance, et en particulier sous l'impact du téléphone. Alors, ce à quoi on assiste, là, c'est carrément une expérience sociale à grande échelle. Ben, je devrais dire que La génération Z, j'ai un oui, enfant en bas âge, là, et le docteur, parce qu'on a des rendez-vous annuels, là, c'est simplement pour suivre le développement de l'enfant, et il nous l'a dit lors de la première rencontre, enlever le plus d'écran possible de sa vie, retarder le plus possible l'acquisition d'un téléphone intelligent ou téléphone cellulaire le plus possible. Et là, il s'agit de faire quelques recherches en ligne. On se rend compte qu'il y a une multitude de psychologues, de médecins, d'experts de la santé, d'experts du développement cognitif chez les enfants qui disent à peu près tous la même chose, enlever les écrans de leur vie et de la vôtre aussi si possible. Ça va un peu ensemble de toute façon, le plus possible. J'ai même vu des gens en ligne qui disent, des parents qui ont des enfants en bas âge aujourd'hui, qui les forcent, si je peux dire, ou qui ont remplacé, je devrais dire, tous les dessins animés contemporains par des dessins animés des années 80-90. Et apparemment, l'impact psychologique est bénéfique d'une façon incroyable. Donc, on se rend compte que ça, oui, en effet, là, c'est plus un secret, si je peux dire. Haidt avait clairement compris ceci lors de la rédaction du livre et c'est un conseil là, qui est maintenant assez répandu pour les parents qui ont des enfants en jeune âge aujourd'hui. ouais, ben Haidt se base sur la meilleure recherche là, sur ces questions-là. D'ailleurs, en introduction, t'as mentionné qu'il était sociologue. Alors, il s'intéresse à la psychologie sociale, Oui, en c'est effet, vrai. Oui. mais fondamentalement, il est psychologue. Oui, oui. Donc, il est vraiment au fait de toute la recherche psychologique sur ces questions-là. Son travail est extrêmement bien appuyé. Mais tu me fais penser à quelque chose, parce que si les médecins, les psychologues recommandent d'éloigner l'écran le plus possible, il y a des tendances qui vont dans un autre sens. Donc, en particulier, il y a des pédagogues, des technopédagogues et ainsi de suite qui veulent faire entrer les écrans partout à l'école. Donc, il y a des intérêts technologiques, financiers immenses à croître le temps passé sur les écrans. Donc, on assiste à des combats de titans là, sur cette question-là. Ben, j'imagine que les parents sont déchirés entre vouloir initier leurs enfants à la technologie le plus rapidement possible pour qu'ils la maîtrisent à un niveau le plus perfectionné possible et, de l'autre côté, savoir quels effets négatifs cette technologie peut avoir, surtout les écrans, finalement, sur le développement cognitif de leur enfant. Ouais, oui, c'est le grand piège d'action collective dans lequel on est pris. C'est que, tu sais, beaucoup de gens voient les dangers de ces technologies-là, mais en même temps, si tu peux pas te permettre de rater le bateau. C'est un peu la même chose avec l'intelligence artificielle. Les gens tout le monde a peur de l'intelligence artificielle ou presque, et pourtant tout le monde fonce tête baissée dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour pas rester sur le quai. Donc, puis je pense à une figure comme Elon Musk là, qui met en garde contre les dangers de l'intelligence artificielle tout en développant la technologie. Je veux dire, on est pris dans une contradiction par rapport à ces questions-là. Mais malgré ce que peuvent en dire des médecins, ou la réalité, là, c'est que les jeunes passent un nombre d'heures, le jeune typique, précision importante, là, un nombre d'heures incroyable sur des écrans. Donc, c'est à peu près 10 heures par jour passées sur des écrans.
Pour certains jeunes Américains, c'est à peu près 5 heures passées sur les réseaux sociaux par jour. Et pour plusieurs, c'est essentiellement, ils sont en permanence sur leur téléphone. C'est la première chose qu'ils font le matin, c'est aller sur leur téléphone, sur les réseaux sociaux. Et la dernière chose qu'ils font avant de s'endormir, trop tard, beaucoup trop tard pour eux, vers 1 heure, 2 heures du matin, là, c'est encore une fois leur téléphone. Et ça a un impact négatif sur le sommeil. Ça a été prouvé aussi, là, ce qu'on appelle les écrans bleus. Hein. Je traduis ici directement, le blue screens, mais les écrans, donc, c'est ça. Ça perturbe le sommeil et donc ça diminue la qualité et la quantité, donc la longueur de son sommeil aussi. Ouais. Puis ça, c'est extrêmement grave parce que ça fait pas juste en sorte que les jeunes ados peuvent être fatigués, pas avoir assez dormi, moins bien performer à l'école, c'est que ça nuit au développement du cerveau, là. Les adolescents ont besoin de dormir beaucoup pour que leur cerveau se développe correctement. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup d'adolescents, puis c'est en hausse. Et sans surprise, cette hausse-là est particulièrement marquée depuis 2010. Des ados qui dorment moins que 7 heures par nuit. Ce qui est absolument pas assez. On pourrait dire la même chose des adultes, en fait. Mais donc, est-ce qu'il y a des solutions? Qu'est-ce qu'on fait face à tout ça? Bien sûr, enlever le téléphone, j'imagine, c'est la première étape. Ah oui, tantôt tu disais retarder le téléphone le plus possible. Alors, là, précisons les remèdes là, ou les suggestions que fait Jonathan Haidt concernent le téléphone intelligent. Parce qu'il y a pas d'objection contre les vieux flip phones, là. Oui, oui. Ça, c'est pas un problème. Le flip phone dans lequel tu peux écrire un texto puis ça te prend 15 minutes l'écrire, là, bon. Les flip phones, ça pose absolument aucun problème. Puis moi, si jamais je me perds dans la forêt, je vais être bien content d'avoir un flip phone, là. C'est le téléphone intelligent. Alors pour Jonathan Haidt, le téléphone intelligent, il faudrait repousser ça au moins à 16 ans. Pour lui, il faudrait le repousser à l'âge adulte. Mais un âge peut-être plus raisonnable, ce serait 16 ans. Et quand il dit il faut repousser, il suggère pas nécessairement de passer par la loi, mais d'essayer de travailler à l'instauration de normes, des normes communautaires, là, tu sais, passer par son conseil de quartier, par son école, des groupes de parents. Alors, il y a un pouvoir dans le contrôle normatif qui passe par la société civile, là. Il y a un pouvoir qu'on n'utilise plus. On est toujours en train de dire l'État devrait... Mais l'État est dans les mains de compagnies d'intérêts financiers. L'État américain est dans les mains d'intérêts financiers qui passeront jamais des lois comme ça. Donc, instaurons des normes. Mais on n'a pas interdit les téléphones cellulaires ou les téléphones intelligents en classe au Québec? Oui, en classe, oui. Mais là c'est à quoi je... Oui, en classe. Moi, je disais pas de téléphone tout court. Ce que dit Jonathan Haidt, pas de téléphone intelligent tout court pour les jeunes avant 16 ans. Tout court, pas de téléphone, même pas à la maison, là. Et les réseaux sociaux, ça devrait être interdit avant 16 ans. Parce que là, on n'en a pas parlé, mais il y aurait long à en dire sur les effets néfastes des réseaux sociaux sur les jeunes filles en particulier, parce que c'est Sur l'estime de soi? Oui, l'estime de soi, c'est une arène de la comparaison permanente, de l'attaque aux réputations. C'est absolument terrible. Interdiction complète, j'en arrive à ce que tu mentionnais, là, interdiction complète du téléphone à l'école, selon Haidt. Donc, pas seulement interdire le téléphone en classe, l'interdire à l'école. Donc, le téléphone reste soit dans des pochettes verrouillées là, à l'entrée de l'école. Parce que si les jeunes ont leur téléphone avec eux, même s'ils n'ont pas le droit de le regarder, de le consulter durant le cours, ils y pensent toujours. Alors moi, je suis professeur, je vois l'attitude de mes étudiants. Moi, le téléphone est absolument proscrit, l'utilisation du téléphone proscrite durant mon cours, mais je vois mes étudiants, là, ils l'ont dans leur poche, ils regardent leur poche. Tu sais, tu sens la tentation, tu sens le manque. C'est une drogue. Là, ben oui. C'est les phénomènes de manque du téléphone sont tout à fait comparables aux phénomènes de manque par rapport à la cocaïne. C'est des zones très semblables du cerveau qui sont atteintes, là. Et il y a une étude très 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 intéressante qui montre que d'abord le téléphone intelligent, ça fragmente l'attention. Les jeunes qui ont grandi avec le téléphone intelligent ont réellement des capacités de concentration moindres. Peut-être qu'ils ont d'autres capacités que nous, on n'avait pas, là, de faire des tâches en parallèle ou que sais-je. Mais pour ce qui est de se concentrer sur un même sujet pour une longue période, dans un état d'immobilité, c'est sûr que le téléphone, ça nuit. Donc, un cours magistral de 3 heures, quand tu peux pas swiper le professeur pour passer à d'autres choses, c'est difficile pour eux, là. Donc, cette fragmentation de l'attention, c'est pas simplement si le téléphone est actif. Une étude a montré que si le téléphone est sur la table,
Simplement, la présence physique du téléphone nuit à l'attention des étudiants parce qu'ils pensent à leur téléphone, ils pensent à leurs notifications, ils pensent à leur dernier post. Donc, la simple présence du téléphone dans les poches ou même dans le sac, ça suffit pour distraire l'attention. Donc, il faudrait que le téléphone reste dans un casier barré à l'entrée de l'école. J'ai même lu quelque part que les gens qui utilisent leur téléphone comme alarme pour se réveiller le matin, en fait, c'est une mauvaise chose. Ils disent la même chose de sortir le téléphone de la pièce d'où on dort, donc la chambre essentiellement, parce que même dans notre inconscient, pendant qu'on dort, on y penserait, apparemment. C'est tellement que c'est fort comme drogue. Pour améliorer la qualité du sommeil, sortez le téléphone de la chambre à coucher. Ouais, c'est tellement fort comme drogue, ouais, bon, bref. Oui, bonne idée. Puis retourner au bon vieux cadran manuel. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Ah oui, ben bravo. Et combien de temps nous reste-t-il? En 1 minute, en conclusion. 1 minute. Bon, alors en conclusion, ce que Haidt conseille aux parents là, pour essayer de remédier à cette enfance qui est passée dans le virtuel, c'est de retourner à l'enfance basée sur le jeu libre. Donc les enfants, c'est pas non plus sans raison que les enfants, sont happés comme ça par les téléphones, c'est qu'on les laisse plus jouer dehors. Donc, il faut que les enfants reviennent à une enfance basée sur le jeu libre entre amis, sans surveillance parentale, avec exposition aux risques. Alors, c'est comme ça que les enfants développent leur antifragilité, comme disent les psychologues, qui développent leur autonomie. Alors, si d'un côté, on les empêche d'aller sur le téléphone, mais de l'autre côté, on les laisse pas aller jouer avec les enfants dans le parc sans les surveiller, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc, si on veut que nos enfants soient libres, il faut les laisser libres et les laisser apprendre la liberté. Et leur donner les outils, justement. Yannick Lacroix, auteur du livre « Erreur de diagnostic, le racisme systémique et le Québec », publié chez Libère. Un grand merci. Merci, ça fait plaisir. Et à tous ceux qui nous écoutent, merci également. À la technique, Daniel Fortin, ici Philippe Labrec, et je vous invite à rester sur les ondes de Radio VM.